Bonjour à tous, nous allons commencer. Bonjour à tous, nous allons commencer. Alors, on a un petit retour technique. Non, c'est bon? Ok. Alors, je vois que tout le monde est mobilisé de toute la France. On a le plaisir d'accueillir Laetitia Progin, qui est basée en Suisse, et Fabienne Rondet, donc chef d'établissement, qui va nous rejoindre. Bonjour à tous, nous allons commencer. Bonjour à tous. Je vois que tout le monde est mobilisé de toute la France. On a le plaisir d'accueillir Laetitia Progin, qui est basée en Suisse, et Fabienne Rondet. Pardon, on a des petits soucis techniques. Ça y est, ça devrait fonctionner maintenant, puisqu'en fait, on rediffuse également en même temps sur Twitter. Est-ce que vous nous entendez bien ? A priori, donc vous allez pouvoir, oui, ok, super. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct, à la fois à Laetitia et Fabienne. Donc Laetitia, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour ce premier webinaire de Manageduc sur réinventer les organisations scolaires? Alors Laetitia. Oui, bonjour, bonjour depuis la Suisse, à Lausanne. Je m'appelle Laetitia Progin. Je suis professeure associée en leadership et direction d'établissement scolaire dans une haute école pédagogique qui forme les enseignants et tous les cadres scolaires. Je travaille à l'accompagnement des directions, des cadres scolaires en Suisse romande. Et je m'intéresse plus particulièrement au leadership de tous les cadres scolaires. Voilà, je crois, brièvement. Super. Et donc Fabienne, effectivement, qui a bravé la météo et les problèmes de transport. Bonjour Florence, bonjour à tous. Donc c'est du live, hein, donc avec les petits soucis du live. Donc Fabienne, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter Oui, moi je suis Fabienne Rondet, je suis principale adjointe depuis 5 ans dans le même établissement. Voilà, c'est ma petite expérience de personnel de direction dans l'éducation nationale. J'étais auparavant professeure documentaliste. Super. Donc peut-être pour se mettre dans le sujet, donc qui est vraiment lié à la publication qu'on a voilà, finalisée il y a 2 semaines. Est-ce que tu peux, Laetitia, peut-être nous introduire le propos? Donc pourquoi réinventer? Pourquoi maintenant? Finalement, est-ce qu'il y a un moment particulier qui demande à réinventer les organisations scolaires? Et puis après, on essaiera de voir avec Fabienne notamment comment c'est possible concrètement sur le terrain. Voilà, dans ce que tu as pu vivre en tant que principale adjointe. Laetitia? Alors, pourquoi réinventer les organisations scolaires? Je dirais aussi pourquoi peut-être d'abord les repenser, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent et qu'on peut évidemment conserver. On voit bien, et que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, au Québec, dans tout l'espace francophone, que je connais un peu mieux que l'espace international, on voit bien que les différentes réformes, les injonctions au travail en équipe n'ont pas forcément pénétré le cœur des pratiques et que les enseignants rencontrent encore de la difficulté à travailler en équipe pour différentes raisons, pas forcément parce que ce sont des individualistes, mais parce que les modalités de collaboration sont pas toujours porteuses de sens pour eux, parce que la collaboration ne porte pas forcément toujours sur leurs difficultés, sur leur travail en classe. Et du coup, ce constat, moi, m'interroge beaucoup sur comment repenser le fonctionnement et le pilotage aussi des établissements scolaires. Si j'ai souhaité participer à ce premier livre blanc, c'est parce qu'il y a des pistes concrètes et puis aussi parce que c'était en collaboration avec des personnes sur le terrain, avec des cadres scolaires, avec la question des valeurs partagées, parce qu'on peut avoir ces valeurs en tant que pilote, hein, que ce soit de l'établissement ou en tant que pilote d'une région, mais comment faire pour les co-construire avec les enseignants, comment avoir une vision commune. On a aussi parlé de ce climat positif, c'est pas si évident parce qu'on n'est pas au pays des bisounours, donc ça ne veut pas dire qu'on met de côté la controverse
il y a de multiples interruptions de son, si jamais. C'est écrit. Vous m'entendez? Non. Ah, bon, alors ça va, je continue. Donc, je le disais, on n'est pas au pays des bisounours, donc un climat positif, ça ne veut pas dire évacuer toute forme de controverse, de débat, mais il faut peut-être l'organiser, ce débat. J'ai vu dans des écoles des chefs d'établissement qui ont finalement laissé tous les débats émerger, et puis ça a donné lieu à beaucoup de conflits. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement développer cette confiance et favoriser aussi ce qu'on a appelé le travail d'équipe autonome et responsable? Mais ce que disent souvent les cadres, c'est qu'il faut éviter de surresponsabiliser les enseignants, surtout ceux qui souhaitent s'impliquer. Comment faire pour qu'on ne les épuise pas? Et là, j'ai entendu ces dernières semaines beaucoup de cadres parler de leadership par contamination, en essayant de soutenir, susciter des projets qui émergent, en renonçant peut-être à l'idée d'embarquer tous les enseignants au même moment dans l'école. Et moi, je trouve intéressant cette question du leadership par contamination. Peut-être que c'est un moyen pour que ce qu'on propose, ce qu'on soutient corresponde vraiment aux besoins des enseignants, parce que je crois que c'est ça l'enjeu. Et malheureusement, quand on est dans du top-down avec les réformes, voilà, bon, c'est peut-être pas forcément ce qui se passe. Mais je me réjouis d'échanger avec vous qui êtes sur le terrain. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, vous pouvez poser vos questions voilà, en temps réel et on prendra les questions. Donc, c'est vraiment un format interactif. Fabienne, est-ce que tu peux peut-être nous raconter ce que tu as essayé de mettre en place dans ton établissement, à la fois de quel constat tu es partie, pourquoi tu as eu envie de changer et qu'est-ce que tu as fait concrètement, qu'est-ce qui a marché, pas marché, voilà, pour qu'on puisse… Oui, je vais parler de tout ça petit à petit. Je voulais juste… rebondir sur ce que vient de dire Laetitia. En effet, le projet que j'ai mené sur le projet d'établissement dans mon collège, donc qui est un projet d'établissement que nous avons reconstruit ou construit avec des outils d'intelligence collective. Pour moi, personnellement, cette manière de faire avait mûri déjà auparavant au moment de la mise en place de la réforme du collège. Et c'est ce que disait Laetitia. Je crois que les enseignants sont fatigués, et les cadres aussi, des multiples réformes. Et moi, j'étais dans un collège avec des enseignants très investis, qui n'étaient pas du tout choqués par les propos tenus par la réforme, en fait, qui étaient plutôt en accord avec. Et malgré tout, elle a eu un petit peu de mal à se mettre en place parce que tout simplement un épuisement, une fatigue, et puis cette idée d'être en attente toujours d'injonctions qui viennent d'en haut, qui finalement fatiguent et ne mettent pas les gens en situation de responsabilité et de travail collectif. Moi, j'ai assisté à un certain repli des enseignants alors qu'ils étaient vraiment dans la bonne direction auparavant. Voilà. Donc, tout le travail qui a dû être fait à ce moment-là, c'est de les rassurer, de leur dire « mais voyez, vous faites bien, nous faisons bien tous ensemble ». Et puis ensuite, l'idée est venue de travailler sur une vision partagée en fait au niveau du collège, parce qu'on sortait de zones d'éducation prioritaire, que de nombreux enseignants piliers de l'établissement étaient partis, que nous avons changé de chef d'établissement et notre image était devenue très très floue. On ne savait plus qui on était, pour qui on travaillait, pourquoi. Voilà un petit peu la genèse du projet de réécriture du projet d'établissement en intelligence collective. Et alors concrètement, donc, comment tu as fait Alors concrètement, on a mis en place de longs temps de travail collectif avec tous les acteurs. Donc ça nous semblait important avec la chef d'établissement que tous participent à l'élaboration de ce projet. Quand je dis tous, ce sont bien évidemment les enseignants, mais l'équipe vie scolaire. Ce sont les parents d'élèves et les élèves. Voilà, donc il y a eu des temps, alors pas avec la totalité des personnes, mais le même type de travail a été fait avec les différents acteurs de l'établissement. Et ensuite, on a pu mettre en commun. Donc, on est parti en fait de l'idée de départ, c'était quel est notre collège idéal, pour partir sur une vision positive et ne pas être sans cesse dans ressasser les difficultés, les problèmes, les choses compliquées, les choses qui nous fatiguent. Voilà, on est parti sur le collège idéal. Et à partir de là, tout naturellement, sont nés différents axes de travail
un diagnostic partagé qui s'est fait assez naturellement. C'est assez curieux à voir, mais en même temps, ça s'explique, hein, puisqu'on est tous dans le même établissement, sur le même terrain. Nous sommes tous différents, mais on a tous la même matière en commun. Et voilà, donc les différents axes de travail sont nés, et ensuite chacun a choisi son groupe de travail pour élaborer, pour proposer des actions autour de ces différents thèmes. Mais concrètement, comment ça s'est fait, cette mobilisation, disons, de toutes les parties prenantes, via quel type d'outils ou quel type de moment Alors, les types d'outils que j'ai utilisés, donc c'est ce qu'on appelle la méthode Disney. Donc, on part du collège idéal, et puis on a différents temps, très courts, hein, parce que finalement, ça nous a pas demandé tant de temps que ça, et ça, je pense qu'on pourra y revenir. Hein, c'est pas particulièrement chronophage, bien évidemment. Hein, il faut dégager du temps pour se retrouver, mais ça dure pas des heures, contrairement à certaines réunions qu'on peut connaître parfois. La question, c'est justement, est-ce que c'était hors temps scolaire ou sur des temps banalisés, et est-ce que on a banalisé du temps. Ouais. Est-ce que tout c'était volontaire? On a banalisé du temps. Tous n'étaient pas volontaires. Parce que le projet d'établissement, comme ça, quand on en parle, c'est pas fédérateur pour la plupart des personnels. Pourquoi c'est pas fédérateur? Pas parce que l'idée n'est pas intéressante, mais parce que je pense qu'on arrive vraiment à un moment où on est fatigué de ces réunions, où on a l'impression de travailler pour rien. On obéit à des injonctions, et puis concrètement, ça change pas grand-chose dans notre quotidien. Donc tous n'étaient pas volontaires, mais tous avaient envie quand même. Il y a eu une certaine curiosité. Voilà, donc on a commencé un temps assez convivial en musique, et puis ensuite, moi j'ai rappelé les principes de l'intelligence collective, donc qui sont la parole, l'égale parole de chacun. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'intelligence collective, c'est que parfois dans des réunions, il y a une introduction qui est faite, on donne le thème, l'objectif, et puis prend la parole qui veut. Là, en intelligence collective, chacun peut et doit participer. On rappelle aussi le principe d'écoute active, très active, hein, donc parce que moi je leur ai rappelé, voilà, on est là, on a très peu de temps, le timing est très rythmé, il faut être investi, il faut écouter l'autre, et puis se donner à fond. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu c'est une question d'Yveline, est-ce qu'il y a eu des freins au cours de cette réalisation, au cours de la mise en place de cette réécriture du projet? Quels ont été les freins? Qu'est-ce qui t'a empêché peut-être? Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer? Et en même temps, quels ont été les leviers que tu as pu trouver concrètement pour dépasser ces difficultés? Alors, je commence par les leviers. Les leviers, c'est l'enthousiasme qui a été généré par en tout cas, la première réunion a beaucoup surpris, a gêné certains, j'y reviendrai après, mais a beaucoup fédéré. Donc, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et d'envie et de libération de la créativité et de la parole. Pour les freins, certaines personnes ont été quand même choquées d'une certaine manière, parce que pas habituées, parce que voilà, c'est parce que c'est difficile de participer à ce type de réunion, et parfois quand on est dans des postures un peu en retrait, ben là on est obligé de s'engager, hein, pour suivre le mouvement. Donc le frein a été là, mais c'est pas réellement un frein parce que c'est nécessaire ce moment où après la réunion on se revoit, des personnes, on peut noter des personnes un petit peu pas en colère, mais un petit peu irritées. Et puis, c'est le moment d'aller vers eux et justement de débloquer les différents petits ressentis négatifs. Karine demande quelle est la forme de la réunion qui a pu choquer certains. C'est le fait qu'on leur propose d'être redevables de leur point de vue et de ne pas pouvoir se taire. Est-ce que c'est... Un petit peu, je pense qu'il y a eu cette partie-là, et j'ai pu, moi, circuler dans les différents groupes et entendre dans un groupe, justement, une collègue qui rappelait à un autre collègue en lui disant « Écoute, si c'est pour être grognon comme ça, on te rappelle que tu peux prendre tes pieds et sortir. » Donc, il y a eu, en effet, pour certains, ça a pu les gêner de devoir prendre la parole pendant un temps très court. Hein. Après, tout le monde s'y est mis et ensuite, tout le monde est entraîné dans le mouvement. La forme qui a pu choquer, c'est le début de la réunion où on se retrouve tous en cercle, les uns en face des autres. Et ça fait souvent, ça gêne et ça fait souvent rire parce que immédiatement, on a toujours la référence aux alcooliques anonymes.
Voilà, donc c'est ce petit temps. Voilà, le fait d'enlever les tables. D'être ensemble en cercle. Voilà. Avec juste des chaises. Absolument. Ça a déstabilisé certains. Oui. D'accord. J'avais une question à vous poser par rapport à cette démarche. Vous vous êtes fait accompagner, vous êtes formé à ça, parce que c'est pas toujours évident quand on veut justement mettre en place ce type de démarche dans l'établissement, de savoir comment s'y prendre. Alors c'est quelque chose moi qui me tient à cœur depuis longtemps et pour sur les techniques, j'avais essayé de me former moi-même, mais surtout je me suis inscrite au DU acteur de la transition éducative et là j'ai pu vraiment expérimenter des outils au sein du groupe que j'ai ensuite dupliqué, aménagé, adapté à mon établissement. Okay. Laetitia, tu as fait ta thèse sur justement l'identité professionnelle, et tu t'attaches beaucoup à la question de la posture du chef d'établissement. Est-ce que peut-être tu peux expliquer, détailler un petit peu ce que peut être cette posture et l'évolution de la posture et de l'identité professionnelle du chef d'établissement aujourd'hui? Oui, alors moi j'ai travaillé sur l'entrée dans le métier de cadre scolaire, ce que ça fait qu'on est enseignant et qu'on devient cadre, sur les épreuves qu'on rencontre en tentant d'exercer de l'influence, du leadership sur les enseignants. Il y a plusieurs épreuves qui se manifestent sous la forme de tension entre comment être proche des enseignants, parce que de toute manière on est proche d'eux, on était encore enseignant il n'y a pas si longtemps, on est dans le bâtiment scolaire, et en même temps, voilà, on fait partie de la direction. Comment maintenir une distance statutaire tout en étant proche d'eux, la juste distance à adopter. Il y a aussi la juste confiance. Les enseignants attendent d'être soutenus et non pas d'être contrôlés, voire encadrés, voire pilotés. Donc, comment on se situe entre contrôle et confiance. Le juste timing, à quel moment diffuser les informations. En plus, souvent, les informations peuvent changer. Donc, moi, j'ai vu parfois des cadres annoncer des choses, ils ont dû revenir en arrière, donc il faut gérer ça, le juste timing. Et puis la juste expertise, ça c'est peut-être le plus complexe, comment avoir de l'influence jusqu'aux apprentissages des élèves quand on n'est plus enseignant et qu'on occupe une fonction de cadre. Et là, avec une de mes collègues, Sandrine Breithaupt, on mène une recherche sur le leadership pédagogique au service des apprentissages et de la réussite. Parce que quand on va dans les écoles et qu'on observe les projets, les dispositifs de recherche-formation, on a de la peine à voir jusqu'où ça va sur les apprentissages des élèves, comment d'abord on peut mesurer ça. Mais ce qu'on voit en général, c'est que, comme pour vous, madame, c'est le pilotage de ce que nous, on appelle la formation continue collective en établissement, qui est un levier. Et les recherches anglo-saxonnes le montrent en fait. La participation des cadres de la direction, on appelle ça la direction, aux formations continues dans les écoles, c'est ce qui a le plus d'impact sur les apprentissages des élèves du point de vue du leadership. C'est là qu'apparemment, ils ont réussi à mesurer ça, ça a le plus d'impact. Donc, je pense que c'est une piste plus que prometteuse. Et justement, sur la question de la posture, comment toi, tu l'as vécu, parce que ça... c'est une question qui a été posée là par Isabelle. Quelle place pour le chef d'établissement dans ce type de réunion, en fait? C'est pas juste l'expert, le pilote, c'est une posture finalement un petit peu différente de facilitateur. Oui. Comment tu as vécu ce changement de posture? Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs casquettes finalement? Et comment toi, tu l'as vécu? Alors, c'est en effet un pas de côté. On n'est pas formé ni habitué à cette posture-là en tant que chef d'établissement. En général, on arrive avec les données, et pour un projet d'établissement, ça va être des indicateurs. Et puis, parfois, on donne soi-même les directions de travail. Là, c'était vraiment un pas de côté pour laisser les différentes expressions des différentes personnes jusqu'aux élèves s'exprimer. Et ça, c'est difficile. Je le dis parce que c'est quelque chose qui moi, me tentait, qui me correspond dans ma personnalité. Mais malgré tout, ça a été difficile pour moi de me mettre de côté, j'avoue. Voilà, c'est un travail assez long. Ça touche un petit peu à une formation, à quelque chose qu'on a en nous. Et puis, à l'idée que c'est vrai que quand on devient chef d'établissement, c'est parce qu'on a envie. On a des idées, on a envie, mais là, à ce moment-là,
moi, il a fallu que je fasse un travail pour me mettre de côté et juste observer ce qui va se passer. Analyser, bien sûr, observer, relancer quand il le faut, mais en étant de côté, en ne mettant pas en avant mes envies, mes idées, mes objectifs, tout simplement. Laetitia, oui, il y a pas mal. Oui, il y a pas mal de questions effectivement autour du leadership pédagogique. Alors, vas-y. Je voulais juste réagir et puis ensuite je réponds aux questions. Ouais. Récemment, on a interrogé des chefs d'établissement sur est-ce que vous intervenez dans les formations continues en établissement, et ils nous disaient non parce qu'on ne veut pas interférer. Et je crois que c'est dommage puisque la recherche montre justement que c'est en étant impliqué que ça a un impact. Et donc, je trouve intéressant la manière dont vous vous êtes positionné en fait par rapport à ce que vous racontez, vraiment. Et puis… donc, beaucoup de questions, effectivement, Laetitia, autour du leadership pédagogique et comment, effectivement, un pilote peut aller jusque dans la classe, quelque part. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que dit la littérature internationale, donner peut-être quelques références et voir comment ça peut s'incarner, alors en Suisse, chez vous, mais potentiellement en France? Oui, alors peut-être pour les références. Là, sur la recherche que je viens d'évoquer, on va publier prochainement. Et puis ensuite, j'ai plein de références, mais peut-être qu'on peut les mettre à disposition sur le site à un moment donné. Ce sera peut-être plus simple pour regarder ça ensuite. Mais je n'oublie pas. Et sur le leadership pédagogique, bon, je l'ai dit, mais je vous mettrai aussi à disposition des premiers articles. L'un des leviers, c'est le pilotage de la formation continue. Et ce qu'on voit, et les travaux en France le montrent aussi, c'est que c'est un leadership par petites touches. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Mais c'est quand même lié à des valeurs partagées, à un climat de confiance, à tout ce qui figure finalement dans le livre blanc. Mais les pistes d'action concrètes, c'est soutenir les enseignants, réaliser ce que j'appelais le leadership par contamination, participer au développement professionnel des enseignants. L'une des préoccupations des cadres scolaires en général, c'est comment toucher le plus grand nombre d'enseignants. Parce qu'ils me disent souvent quand on travaille dans des projets d'établissement ou dans des recherches-formations à l'école, c'est toujours ceux qui n'en ont pas besoin qui sont le plus impliqués. Donc, comment faire pour ceux qui en auraient besoin? Et là, j'ai observé différentes stratégies. Il y a des adjointes de direction qui profitent des demandes de soutien de certains enseignants en difficulté parce qu'il y a des problèmes de comportement dans la classe, de gestion de classe, pour entrer dans les classes et puis petit à petit poser des questions sur la pédagogie. Ça se réalise vraiment avec prudence en fait. Je pense que leadership par contamination et avec modestie et prudence. Puis peut-être qu'embarquer tous les enseignants, comme je disais tout à l'heure, les toucher tous, peut-être que c'est un défi majeur, mais qu'il ne faut pas qu'on soit complètement naïf à ce sujet, c'est difficile. Voire peut-être impossible. Hein. D'ailleurs, diriger est souvent considéré comme un métier impossible. Mais bon, là, peut-être que je vais trop loin. Karine dit finalement dans le binôme entre l'adjoint et le chef, il faut qu'il y ait une bonne entente, une vision commune. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que quand même on peut travailler même si on n'est pas complètement aligné? Ou comment on fait pour s'aligner peut-être déjà au sein du binôme de direction et puis après avoir une vision partagée vraiment avec l'ensemble des parties prenantes? Alors une vision commune peut-être pas, en tout cas il faut se mettre d'accord sur les modalités. Nous, avec la nouvelle chef d'établissement, on avait des points communs, ce qui a facilité grandement quand même la chose, et des envies communes. Donc, je pense que c'est à partir de là qu'on a pu construire. Ça reste difficile. Enfin, le binôme, de toute façon, dans l'éducation nationale française, un chef adjoint est un petit peu compliqué parce que les rôles sont flous, sont parfois non écrits, mais bien présents quand même. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir lancer ce projet avec quelqu'un qui avait envie, qui était curieuse et qui s'est laissé embarquer dans l'aventure avec plaisir, voilà. En effet, je n'aurais peut-être pas pu le faire avec une autre personne qui était plus sur une direction plus autoritaire ou
voilà. Là, il y a effectivement un certain nombre de questions qui émergent sur les directions d'école, hein, qui ont en France un statut particulier, puisque les directeurs d'école primaire ne sont pas officiellement chefs. En fait, c'est un pair parmi les pairs, un primus inter pares. Et donc, Laetitia, est-ce que tu as regardé un petit peu sur les écoles primaires comment envisager en fait le pilotage et la direction d'école? Est-ce que comment faire finalement quand on est un primus inter pares pour quand même exercer une forme de leadership et inclure en fait l'ensemble des avis des parties prenantes pour construire cette vision commune? Alors oui, et peut-être pour préciser, quand moi je dis cadre scolaire ou direction, ça comprend aussi chef d'établissement. Nous, c'est le nom générique en Suisse hein, pour tous les cadres scolaires. Nous, dans les établissements primaires, dans certaines régions, cantons, on a ce qui correspond à des chefs d'établissement, même si on les appelle directeurs, même au primaire. Et dans d'autres cantons, on a des primus inter pares. Mais c'est en train de se formaliser de plus en plus en Suisse. On est en train de passer du primus inter pares au rôle formel de directeur, parce que, évidemment, ce que j'ai expliqué sur les épreuves qu'on rencontre, la juste distance, la juste confiance, la juste expertise, c'est encore plus complexe quand on n'a pas de statut formel. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que c'est finalement les mêmes stratégies d'influence. Il faut convaincre qu'on ait finalement le statut formel, c'est une promesse de pouvoir, mais ce n'est pas une baguette magique en fait, donc ça ne suffit pas. Et là, la posture que vous occupez dans le projet que vous nous avez présenté, vous n'auriez pas eu de statut, vous l'auriez sans doute fait de la même manière. Donc les stratégies d'influence ne sont pas si différentes. Après, au niveau des sanctions, évidemment, là, on a d'autres leviers, mais bon, l'idée, c'est quand même pas de fonctionner ainsi. Puis je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur le flou. Nous aussi, c'est très flou, en fait. Je crois que ça, c'est quelque chose de commun au cadre scolaire. Il y a des cahiers des charges, mais d'un établissement à un autre, à 5 minutes, on n'a pas des adjoints, on a des doyens. Mais à 5-10 minutes en voiture, ils ont des réalités professionnelles, des responsabilités, des tâches à assumer très différentes. Ça dépend de la délégation de leur chef, en fait. Donc ça, je pense, c'est un point commun au métier de l'encadrement. Mmh. Il y a une conversation un petit peu sur les directions d'école à l'étranger, et effectivement où le rôle est celui d'adjoint auprès du chef d'établissement, qui est un petit peu d'ailleurs la recommandation de la réforme en cours. Est-ce que ça, là-dessus, vous avez, Laetitia, est-ce que tu as observé, est-ce que dans la littérature, ce qui fonctionne mieux en termes de pilotage, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est étayé aujourd'hui? C'est tellement, ça varie tellement à l'intérieur d'un même pays, entre pays, que finalement, les chercheurs travaillent ensemble, quelle que soit la nature de la fonction. Je crois que chez nous, le directeur d'école, qu'il ait un statut formel ou qu'il soit primus inter pares, n'est pas rattaché à un chef d'établissement. Sinon, je crois que le plus important, et là, la littérature anglophone traduite aujourd'hui en français le montre bien, c'est la cohérence. Et vous le disiez aussi au sein de l'équipe, en fait. Vous avez pu fonctionner ainsi parce que vous aviez une vision partagée avec votre chef. Ce que j'observe, quelle que soit la fonction, finalement, que ce soit formel, informel, c'est quand dans l'équipe de cadre, ça fonctionne, eh bien, on peut avancer. Et quand ça dysfonctionne, là, ça suscite pas mal de conflits, mais aussi des conflits dans l'école, parce que les enseignants le sentent bien. Donc, je crois que c'est la cohérence entre ce qu'on tente de faire avec les enseignants et ce qu'on incarne soi-même en tant qu'adjoint, chef ou en tant que pilote, finalement, avec les collègues cadres avec qui on doit travailler. Alors, si on reprend maintenant peut-être les 5 pistes qu'on a évoquées dans le livre blanc de manière un peu plus détaillée. La première piste, donc c'était se rassembler autour de valeurs partagées, notamment en analysant les représentations que chacun peut avoir du pilotage et de l'éducation en général, et comment, on détaille un petit peu comment essayer de créer une culture commune
Est-ce que peut-être Laetitia, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une culture d'établissement? Alors souvent, enfin Edgar Schein dit dans les cultures d'organisation, il y a un peu les artefacts, c'est-à-dire les choses visibles, mais en dessous il y a des stéréotypes, il y a des tabous et des choses qu'on ne voit pas, mais qui préexistent. Et notamment quand on est chef d'établissement, on arrive et il y a une culture qui préexiste. Donc comment on fait en fait avec cette culture qui préexiste pour à la fois la prendre en compte, l'intégrer et en même temps peut-être impulser des évolutions pour ne pas continuer à faire toujours de la même manière juste parce qu'on a fait comme ça historiquement. Voilà. Je crois que déjà quand on arrive dans un nouvel établissement en tant que chef d'établissement, il faut, on le voit, il faut à peu près 1 an justement pour saisir la culture d'établissement et ce que tu dis, ce qui est en dessous de la partie visible de l'iceberg en fait, et qui est la partie la plus importante. Ce qui est intéressant dans la question des valeurs partagées et peut-être de construire une culture commune, pour moi, c'est d'expliciter. Parce que dans une école, dans un établissement scolaire, on n'a pas une culture. On a tout un tas de cultures. On parle de relations balkanisées. Souvent, c'est des groupes de disciplines qui fonctionnent comme des fiefs plus ou moins connectés avec leur représentation de l'évaluation, de l'enseignement, de l'orientation qui peuvent être différentes. Et donc, quand on pilote un établissement, on a affaire à plein de représentations différentes et à plein de cultures différentes. Les profs d'anglais fonctionnent sans doute pas comme les profs de français. Donc, il y a déjà ça. Je crois qu'à un moment donné, chez nous, en Suisse romande, il y a une dizaine d'années, tous les cadres voulaient travailler sur harmoniser les pratiques. Mais je crois que c'est pas tout à fait possible. Et puis que c'est peut-être pas le but. Mais évidemment, le travail sur les valeurs partagées, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet peut-être d'expliciter ce qui reste souvent dans le registre de l'implicite. Les écoles sont connues pour être dans le registre de l'implicite. Et puis je crois que le plus grand tabou dans les écoles, alors je sais pas si c'est parce que c'est mon dada et que je vois plutôt ce tabou-là qu'un autre tabou, mais c'est la question du pouvoir en fait. Il y a du pouvoir partout, dans les écoles aussi. Et c'est normal, c'est le cas partout, dans la famille, dans le couple. Et pourtant, dans l'école, celui qui tout d'un coup anime une réunion, décide de s'investir un peu plus dans un projet, ça paraît suspect. On a l'impression qu'il flirte avec le pouvoir. Et je crois que ça, c'est un frein. Donc, comment faire pour ça? Je pense que je devrais encore travailler à ce sujet. Je n'ai pas encore la réponse. Est-ce que sur la culture, tu veux réagir? Je voulais réagir à ce que je viens d'entendre. Là, c'est vrai qu'au sein de l'équipe, en effet, du collège, bien sûr, j'ai pu constater ça en arrivant, et puis des professeurs qui s'investissent et qui sont un petit peu mis de côté. Pour dépasser ça, en fait, on a travaillé sur les besoins de chacun, l'expression des besoins de chacun, et ensuite, en groupe, on se rendait compte que, en effet, certaines personnes pouvaient répondre à ces besoins. Mais bon, pour ça demande vraiment du temps. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, après avoir travaillé sur le projet d'établissement, la demande la plus importante des professeurs, ça a été de pouvoir se retrouver au moins 1 heure par semaine, tous ensemble. Donc, on a pu créer cette heure bleue. Et c'est au sein de cette heure bleue que, voilà, des professeurs vont donner une problématique de travail. Et puis que ceux qui peuvent y répondre ou qui ont envie de participer pour trouver ensemble une solution viennent. Ça horizontalise un petit peu les rapports entre les personnes. Donc maintenant, dans l'établissement, il y a 1 heure bleue toutes les semaines. Il y a 1 heure bleue, oui. Tous les jeudis à 11h, les élèves sont libérés de cours. On les occupe avec d'autres activités, nos partenaires extérieurs. Et puis, les professeurs se retrouvent, les professeurs et la vie scolaire quand ils le peuvent. L'équipe de direction, on participe également. Voilà, différents groupes de travail, et ce sont les équipes elles-mêmes qui notent sur un tableau les thèmes qu'ils souhaiteraient voir abordés. Donc, soit on est tous ensemble, soit on est en petits groupes de travail. Et c'est comptabilisé dans leur horaire, enfin, cette heure, elle compte dans le nombre d'heures qu'ils doivent donner? Alors, c'est 1 heure qui n'est pas payée, mais qui est un trou dans l'emploi du temps, judicieusement placé pour que voilà, les personnes soient présentes, en fait. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça a été une demande de leur part, donc comme ce n'est pas imposé, c'est vrai que c'est plus facile à vivre pour des enseignants. Je pense que si j'étais arrivée en disant voilà, j'ai fait des emplois du temps, vous avez 1 heure de travail en commun,
sans que ça vienne d'eux, ça aurait grincé un petit peu plus des dents, en effet. Donc là, c'est vraiment un besoin qu'ils ont exprimé, un besoin, oui. Et donc l'heure bleue répond à ce besoin-là, quoi. Donc effectivement, donc c'est d'abord effectivement, enfin dans les leviers qu'on a identifiés, il y a d'abord se réunir autour de valeurs partagées, essayer ensuite de co-construire une vision commune, et ça on l'a un petit peu détaillé sur la manière dont tu avais pu travailler pour co-construire cette vision. Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le concret de cette co-construction, parce que tu parles d'ateliers d'intelligence collective. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour que chacun se sente impliqué, en fait, y compris les parents, les élèves, puisque souvent, effectivement, tu disais, le projet d'établissement, c'est un truc qui est écrit par quelques-uns et puis et pas forcément coécrit avec tout le monde. Et du coup, enfin voilà, comment tu as fait concrètement pour impliquer, y compris les parents et les élèves? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est parti de l'idée du collège idéal. De là sont nés 4 axes. On en a mis un de côté pour l'instant, on a vraiment travaillé 3 autres. Ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que j'ai réuni donc l'équipe des enseignants, le secrétariat, l'équipe de gestion, la vie scolaire, dans un premier temps, tous ensemble. Puis à part les parents, parce que ça faisait un nombre trop important sinon, et ensuite les élèves, certains élèves, hein, les élèves délégués. Et de ces 3 réunions différentes, enfin avec des personnes différentes, mais qui ont été organisées de la même manière, sont nés les mêmes axes. Voilà. Donc après, on s'est mis d'accord sur des groupes de travail différents, et pour les réunions suivantes, se sont inscrits. Enfin, les gens sont allés vers ce qui les intéressait le plus dans un premier temps. Et là, on a travaillé plus en profondeur sur analyser, faire un diagnostic plus fin, et puis surtout se décider d'actions à mener pour l'année suivante. Et là, aujourd'hui, ce projet d'établissement, il continue à vivre, et tout le monde se sent impliqué dans ce projet d'établissement. Alors ça, c'est la difficulté de l'année suivante, hein, puisqu'on travaille avec un groupe de personnes une année, et l'année suivante, on a des personnes différentes. Et là, je reconnais qu'avec la chef d'établissement, on n'a peut-être pas mesuré, pas bien impliqué les personnes nouvelles qui sont arrivées. Hein. On est comme d'habitude, hein, on est reparti bille en tête avec nos idées bien claires, et on a peut-être la difficulté qu'on rencontre cette année, c'est qu'on n'a pas réussi pour l'instant à fédérer encore toute l'équipe autour du projet. Et la cohérence entre le projet d'établissement, du coup, et le projet académique, est-ce que le fait que ce soit comme ça, bottom-up, on pourrait dire, ascendant, est-ce que c'est forcément contradictoire avec un projet académique, ou est-ce que ça le rejoint? Au contraire, en fait, les projets académiques sont tellement larges qu'on arrive toujours à se retrouver. Hein, et puis voilà, ça part du bon sens. Le terrain, les propositions du terrain sont pas complètement farfelues, et on arrive à les faire rentrer dans des axes qui sont vus de manière plus en haut de la pyramide, on va dire. Par rapport à l'une des questions, je peux réagir? Vas-y, ouais. Déjà, je voulais juste dire que nous, en formation, donc on a une formation commune pour tous les cadres en Suisse romande, hein, quelle que soit leur fonction, inspecteur, chef d'établissement, directeur, doyen, adjoint. Et dans cette formation, l'une des journées porte sur travailler sur les valeurs à partir de la question de l'école idéale. Donc voilà, c'est tout à fait ce que vous avez fait. Donc on les forme à faire ça. Et puis, là, il y a quelqu'un qui dit comment faire avec 210 personnels. Alors, 210, je ne sais pas, mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des chefs d'établissement qui se sont fait accompagner dans des grands établissements pour faire ce type de démarche, dans la salle de gym, avec des formateurs spécialistes de démarches participatives, en fait. Et j'ai vu je ne connais pas ça précisément, mais j'ai vu des photos, et effectivement, ils étaient tous réunis, ils ont réussi à identifier des axes communs comme vous, en fait. Mais je pense que sur Internet, on devrait pouvoir retrouver facilement des exemples de démarches. Et c'est vrai qu'il y avait la question de Benoît, hein, dans une circonscription avec 250 à 300 enseignants répartis dans je ne sais pas combien d'écoles. Comment on fait pour avoir une vision partagée, une vision commune? C'est effectivement un vrai challenge organisationnel, très concrètement. Oui, mais c'est vrai que ça, je l'ai vécu l'année dernière dans l'Académie de Caen, où on a pu expérimenter donc l'Académie apprenante, où là, ils avaient réuni tous les acteurs. Et on était plus de 200, en effet.
Donc, en effet, ça semble compliqué au niveau de l'organisation. Il faut un espace important et puis un nombre important de facilitateurs, mais c'est possible. Voilà, ouais, tout à fait. Effectivement, enfin, notamment la forme du forum ouvert, par exemple, se prête bien à l'organisation de ce type de travail en fait en grand groupe, mais ça supposerait, Benoît, de pouvoir réunir en fait ces 250 enseignants au moins une fois pendant une demi-journée ou une journée pour mettre en place des formes d'intelligence collective du type forum ouvert qui fonctionnent avec des très grands groupes, mais il faut juste avoir effectivement l'espace-temps pour les réunir. Donc, est-ce que ce serait un samedi, un mercredi après-midi, enfin j'en sais rien, mais effectivement c'est. Et puis je pense en Suisse, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est que les chefs d'établissement qui font ça se font quand même accompagner s'ils connaissent pas bien ou s'ils n'ont pas été formés comme vous aux démarches de ce type en fait. Parce que c'est pas si évident quand même la première fois. Sur la troisième piste en fait qu'on a essayé de travailler dans la publication, c'est autour du climat positif de l'établissement, comment on crée à la fois un environnement serein et en même temps voilà comment le bâti scolaire, les locaux peuvent contribuer en fait à une certaine harmonie. Est-ce qu'il y a par exemple des espaces dédiés pour travailler de manière collaborative? Est-ce qu'on repense les espaces? Voilà, est-ce que là-dessus vous avez envie de réagir, Laetitia ou Fabienne? Oui, moi je veux bien. Pour le collège, c'est vrai qu'on y avait pensé déjà dès mon arrivée il y a 5 ans avec la gestionnaire. Il nous a semblé important de valoriser, de remettre de manière agréable la salle des professeurs, tout simplement, en repensant les espaces avec eux, en achetant du mobilier nouveau, en donnant un coup de peinture. C'est des choses bêtes, hein, mais c'est important. Donc ça, c'était par rapport à l'espace de travail des enseignants, où c'est vrai que on a une salle des professeurs maintenant qui est assez mobile. Elle n'est pas fixe. Quand je suis arrivée, c'est vrai que ça me frappait de voir les gens toujours assis aux mêmes places. Là, suivant les activités qui ont lieu dans la salle des professeurs, les tables bougent, les chaises bougent, les portes s'ouvrent, se ferment. Enfin voilà, et puis on a collé du Velleda partout pour pouvoir écrire sur les murs, sur les fenêtres, sur les tables. Donc ça, c'est important. Et puis, on a aussi travaillé tout ce qui est maintenant le dispositif devoir fait pour les élèves, où là, on a aménagé en effet une salle spécifique avec du mobilier nouveau, des tables où on peut rester debout pour écrire, des fauteuils, des poufs. C'est un projet qui a été mené avec la vie scolaire. Et pour finir, l'aménagement de la salle de permanence aussi cette année, où on repense un peu suivant les activités, un mobilier différent, un agencement différent. Voilà, donc c'est vrai que le bâti scolaire a vraiment son importance dans le climat en fait de l'établissement. On n'est pas rentré dans mon collège encore, je termine là-dessus, dans toutes les salles de classe. Certains professeurs, après le travail sur le projet d'établissement, ont aménagé leur salle. Ils ont la chance dans ce collège-là d'avoir chacun leur salle avec des espaces différents, mais ça s'est fait dans 2 salles sur une 30aine. Ouais. Sur Laetitia, est-ce que tu veux dire un petit mot? On travaille la question de la forme scolaire et de l'architecture scolaire avec les cadres en formation. Et quand on leur montre un peu des expériences nouvelles, ce qu'ils nous disent, c'est on n'a pas l'argent, ou alors c'est les architectes qui décident, c'est les politiques, c'est chez nous la commune. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien qu'en fait, avec pas forcément des grands moyens, mais en pensant un peu l'espace, comment on peut noter des idées, faire bouger des tables, etc., eh bien, on peut quand même avoir un impact. Et je pense que ça, c'est des pistes à explorer, à partager. On parlait tout à l'heure de faire travailler tous les enseignants ensemble, mais moi, je crois aussi beaucoup, et ce webinaire et Manageduc va le permettre, au réseau entre cadres, en fait, pour s'échanger des bonnes idées. Parce qu'on sent quand même... il y a la solitude du chef d'établissement et des cadres, on la connaît très bien. Elle est importante et je pense qu'il faut y remédier. Un petit mot peut-être sur les 2 dernières pistes, la piste autour du développement de la confiance et puis la dernière sur la manière de favoriser le travail d'équipes autonomes et responsables. Cette 4e piste, on a essayé de la détailler en disant voilà, que l'idée c'était d'essayer de pouvoir exprimer permettre l'expression y compris des désaccords. Et là, on est en train de terminer une publication qui sortira bientôt sur apprendre des
conflits, donc on pourra approfondir à ce moment-là. Comment aussi donner du feedback constructif au quotidien sans attendre l'entretien annuel, une PPCR. Enfin voilà, comment on donne du feedback constructif au quotidien. Et la dernière brique, c'était la prise de décision concertée. Comment on intègre en fait les différents avis pour que cette prise de décision ne soit pas la prise de décision d'un seul, mais travailler avec les parties prenantes. Alors, je ne sais pas si là-dessus, vous avez envie de réagir l'une ou l'autre. Oui. Laetitia ? Oui, ok. Moi, ce sujet, ce que j'aimerais dire, c'est que comment faire en sorte que les personnes puissent s'exprimer. Alors, je pense, on l'a mis dans le livre blanc, le fait que le cadre lui-même puisse aussi exprimer ses doutes, ses hésitations, montrer que voilà, on n'est pas un super-héros et que c'est pas parce qu'on a des doutes, qu'on a commis des maladresses et qu'on en parle qu'on est incompétent. Donc incarner ça pour qu'en face, les enseignants osent aussi parler de leurs erreurs, de leurs interrogations, je pense que c'est important. Mais je pense aussi que c'est important dans les espaces de dialogue de clarifier les règles du jeu, parce que moi j'ai pu observer des dérives en fait, où finalement les gens se permettent de tout dire parce que les règles, les contrats d'échange ne sont pas établis. Et donc je pense que ça se pilote, vraiment. Parce que je crois que c'est se dire, bon voilà, on ouvre et tout le monde peut dire ce qu'il pense. Si on ne le pilote pas, si on ne l'organise pas, ça peut être pire que de ne pas prévoir ce type d'espace de dialogue. Donc je pense que ça, c'est important. Puis après, on parlait des feedbacks, mais je crois aussi que ce qui est important, c'est la question de la reconnaissance. Quelqu'un a mis, là, l'argent est important, mais pas toujours essentiel. Alors c'est le cas pour le bâti scolaire, mais c'est aussi le cas pour la reconnaissance. Vous l'avez dit, par exemple, l'heure bleue, ben voilà, elle n'est pas pris en compte dans le temps des profs, mais on n'a pas le temps, enfin, on n'a pas l'argent, même en Suisse, on ne l'a pas pour faire ça. Donc, reconnaître le travail, c'est aussi identifier les besoins et puis essayer d'aménager, comme vous avez fait avec cette heure bleue, prendre du temps malgré tout ce qu'on a à faire pour adresser un petit mot. Je pense que la reconnaissance du travail est importante. Et les travaux français, d'ailleurs, de Françoise Letaume, notamment, d'Anne Barrère aussi sur le métier d'enseignant montre bien que la reconnaissance du travail dessine une partie des contours du métier enseignant. Effectivement, enfin là, je lisais un petit peu les échanges. C'est bien parce que ils se font de manière autonome et en parallèle de la conversation. Donc effectivement, les règles de communication non violente, tout ce qui est CNV, c'est des choses qu'on abordera d'ailleurs dans la prochaine publication, apprendre des conflits. Donc on zoomera sur cette question de voilà, de comment apprendre des conflits, comment communiquer autrement. Et le dernier levier qu'on avait identifié, enfin la dernière piste qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'était voilà comment en fait on favorise le travail d'équipe autonome et responsable. Donc tout le sujet à la fois de la coopération enseignante, de la formation professionnelle en proximité en fait dans l'établissement, et comment finalement développer un management qui libère les énergies plutôt que enferme. Voilà. Est-ce que sur ce dernier levier, vous avez envie de réagir l'une et l'autre? Oui, moi je peux témoigner sur ce qui s'est passé dans l'établissement. Donc on a des demandes très fortes d'enseignants de formation sur certains points que la chef d'établissement et moi-même avons soutenu, donc des formations qui ont eu lieu au sein de l'établissement ou à l'extérieur. Ce qui nous a semblé important à tous, c'est que ces formations concernent un groupe d'adultes restreint, et ensuite il faut partager ce qui a été vu en formation. Déjà les ressentis positifs, négatifs, et puis surtout tout ce qui a été acquis. Donc c'est vrai que voilà, encore une fois, l'heure bleue est utile parce que ça permet de débriefer. Voilà, tel enseignant a fait une formation sur le jeu en sciences physiques. C'est important et intéressant qu'elle puisse témoigner de ce qui lui a plu, ce qui lui a pas plu. Ça peut donner des idées à d'autres collègues, et puis voilà, essaimer un petit peu ce qui a été vu. Ça, c'est pour les formations hors établissement. Ensuite, au sein de l'établissement lui-même, ce qu'on a mis en place, nous, ce sont des groupes de co-développement.
petit groupe de 5-6 personnes. On se retrouve 1 heure, on essaie de faire ça 1 heure par semaine. Mon objectif, c'était de pouvoir former les enseignants aussi pour qu'ils puissent ensuite le faire seuls, animer ces groupes seuls. Donc, c'est en train de prendre forme. L'objectif, c'est, voilà, on arrive, on a un groupe, le même, pendant plusieurs semaines d'affilée, et chacun des participants va venir un jour avec une problématique professionnelle, bien évidemment, et on va passer 1 heure pour chercher ensemble une solution ou aider la personne à trouver une solution à sa problématique. Et ça, c'est quelque chose qui a bien pris, qui a bien plu, parce que c'est vrai que ça demande très peu de temps, que c'est très efficace, et puis que ça permet de se connaître aussi, et ça, c'est important. Parce que c'est un moment, c'est un petit cocon, un petit moment douillet où on est ensemble, où on se fait confiance, où on sait que là, on peut tout dire, que ça va rester au sein du groupe. Et enfin, on a vécu des moments assez intenses au sein de ce groupe cette année. Je trouve que c'est intéressant comme outil. Peut-être pour détailler un petit peu, effectivement, le co-développement, c'est pas exactement la même chose que l'analyse de pratiques professionnelles. Là, on est bien sur un petit groupe qui se met au service de la problématique de l'un d'entre eux, oui. Enfin, l'un des membres du groupe, et avec vraiment l'objectif de trouver des solutions et d'aider la personne à trouver des réponses finalement à la question qu'il ou elle se pose. Et effectivement, le cadre éthique est absolument clé, puisque l'enjeu, c'est évidemment de garantir la confidentialité de ce qui se dit au sein du groupe, et qu'il y ait un bon niveau de confiance sur voilà, pour que l'échange soit sincère et authentique. C'est ça. Et donc là, typiquement, c'est pas de la formation en tant que telle, mais c'est du développement professionnel continu par les pairs. Exactement. Et ça, donc, de ton expérience, ça marche plutôt bien. Oui, ça a bien plu, en effet, et ça a été efficace. Voilà, je pense que les groupes vont essaimer, et maintenant je peux partir du collège. Je pense que ça va continuer, ce type de... Question sur, est-ce que ça ne pose pas de souci que ce soit le chef qui anime ces groupes de co-développement? C'est pas le chef qui anime tous ces groupes de co-développement. Tu les as formés à eux. La première session, dans laquelle je suis encore, là, on a presque terminé. En effet, c'était moi la facilitatrice. Avec une posture de facilitatrice. Exactement, pas une posture de chef d'établissement. Et c'est vrai que dans cette posture de facilitatrice, moi, je ne participe pas réellement aux échanges. Je suis là pour gérer le groupe, faire circuler la parole, rappeler les règles, rappeler le temps. Mais j'ai pu le constater dans les 2 dernières séances, il y a une collègue qui a pris... elle est mûre pour animer, pour faciliter les prochains groupes, parce que elle me devançait dans le timing, dans la répartition de la parole. Voilà. Donc moi, j'étais vraiment très, très en retrait. Il y a une question sur ton collège. Quelle taille d'établissement, rural, urbain, est-ce que tu peux le décrire? On est un collège de ville, de petite ville, Antony, et il y a 400 élèves. D'accord. Et question sur les codev, est-ce que c'est pareil entre midi et 2, ou est-ce que c'est… On choisit des temps différents. On a fait ça sur un temps de midi, on a fait ça sur un temps de cours où on a occupé les élèves à autre chose, on a fait ça sur un temps libre pour équilibrer un petit peu l'investissement de chacun. Karine demande, où peut-on se former à ce type de pratique de co-développement? Au DU acteur de la transition éducative. Ok. Est-ce que Laetitia, tu veux peut-être rebondir sur cette question du développement professionnel continu en établissement? Oui, alors chez nous, ça existe également. Il y a un DAS et un MAS, donc des diplômes justement pour former à l'accompagnement et au coaching en établissement. Et c'est des enseignants souvent qui le font et qui ensuite animent. C'est pas forcément le cadre scolaire. Là, je trouve intéressant qu'ils soient entrés dans la démarche malgré votre casquette de cadre. Donc, je pense que vous avez établi un bon lien de confiance pour que ce soit possible. Et puis, chez nous, il y a ça qui existe pour les enseignants, mais ça se développe aussi pour les adjoints entre eux, entre établissements, ce qu'on appelle des supervisions, accompagnés d'un formateur. Et puis, entre chefs d'établissement, c'est des réseaux qui se créent en dehors des séances institutionnelles et formalisées, et où ils abordent différentes situations. Et moi, je crois fort dans ce type de formation et de développement professionnel. Donc, pour répondre à la question, les préinscriptions sont ouvertes. Parce que je vois la question de Karine, donc je me permets de répondre. Ok. On est bientôt proche de la fin de ce webinaire.
Donc, on va clôturer très prochainement. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qui vous brûlent les lèvres à ceux qui nous suivent? Alors, où peut-on trouver le livre blanc? Vous pouvez télécharger la publication directement sur le site manageduc.fr. Est-ce qu'il y aura un deuxième webinaire? Oui, très prochainement, lié à la publication prochaine, donc sur apprendre des conflits. Donc, il y aura un webinaire autour de la notion de gestion des conflits, communication non violente, cercle restauratif, enfin, comment, voilà, à la fois on prévient et on traite cette question de la gestion des conflits. Et donc, vous l'avez vu, Manageduc, c'est vraiment une communauté de professionnels en mouvement qui est un projet aussi en construction. Donc, si vous avez envie de contribuer à cette aventure collective, tout le monde est extrêmement bienvenu. Le site complet sera lancé vraiment en août. Donc là, on est en phase de développement et donc voilà, c'est des petites phases d'itération successives, mais qui feront que le site sera prêt en août. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier petit mot, Fabienne et Laetitia. Oui, je voulais vous dire par rapport à vos demandes de référence, vous pouvez me trouver sur Twitter, LinkedIn ou en tapant Laetitia Progin sur Google, vous retrouvez mon adresse mail qui est laetitia.progin@hepl.ch. Et donc, vous pouvez sans souci m'écrire et par rapport à vos demandes, je vous enverrai des références. Et puis moi, peut-être pour les collègues plus proches, je suis assez mobile, je peux me déplacer aussi. On peut se rencontrer soit à Paris au sein de Synlab, soit dans les différents établissements. Voilà, je sais que j'ai eu des demandes de formation dans des bassins, donc c'est tout à fait possible. Super, merci à tous et à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Merci. Au revoir.